Alors oui, effectivement. Du coup, moi, je suis de la team où j'ai besoin de poser la main sur la vitre de la cheminée pour comprendre que ça brûle, même si on me l'a dit 10 fois avant. Il y a eu un déclic à un moment, tu t'es dit je m'en vais, je Évidemment. prends mes clics et mes claques et je m'en vais sur un coup de tête encore. Et je crois que 3-4 mois après, j'étais encore freelance en retouche à temps plein, mais 3-4 mois après, je crée ma première formation en ligne pour tester. Ok. J'ai découvert qu'on pouvait générer de l'argent de manière passive. Moi, j'ai fait le choix avec ma vision de me dire, bah non, moi, je veux aller plus loin, je veux faire plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, ça passe par la caisse délégation. Je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables en termes de délégation. Parce que j'ai l'impression que tu es une entrepreneur qui a pas mal d'ambition dans le sens t'as envie de gagner quoi. J'aime bien les lancements parce que j'ai vraiment l'impression que ça met ton business dans une essoreuse et que s'il y a la moindre faille dedans, tu vas le remarquer pendant un lancement quoi, tu vois. La solitude de l'entrepreneuriat et de l'indépendance, c'est quelque chose dont on parle pas assez, qu'on ressent souvent, ouais, effectivement. Et j'avais vraiment cette envie de me dire, bah, ok, je peux créer une boîte de zéro pour le maillon d'avant, le maillon d'après, ou alors, aujourd'hui, sur le marché, il y a des boîtes qui existent, qui ont déjà les process, qui ont déjà les équipes, qui ont déjà la base clientèle, etc. Pourquoi ne pas juste racheter une entreprise déjà existante pour l'intégrer dans ton écosystème? Hello à tous, c'est Romain Limois et bienvenue dans Stratège, dans un nouvel épisode de Stratège. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Aline Bartoli. Vraiment très content de l'avoir avec moi sur ce podcast. Alors Aline, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Aline, elle a 3 casquettes. La première casquette, c'est qu'elle est business coach. Elle coach des entrepreneurs, plutôt des petites entreprises, des TPE, des solopreneurs, plutôt des femmes d'ailleurs, si j'ai bien compris. Elle les aide à développer leur business. Ça, c'est la première casquette. Deuxième casquette, elle a une entreprise qui s'appelle The Bee Boost, que beaucoup connaissent ici, j'imagine. Et The Bee Boost, en fait, propose des séminaires, des formations, dont la formation que tout le monde a déjà vu passer à un moment, qui est la BSB Academy, qui est une formation incroyable pour développer son activité. Et la troisième casquette, et en préparant l'épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, cette casquette, elle avait vraiment envie aussi de la mettre en avant, cette casquette. C'est la casquette de podcasteuse, de créatrice de contenu, avec un podcast qui est dans le top podcast entrepreneuriat depuis un bon moment déjà, c'est Je peux pas, j'ai business, que tout le monde a à un moment écouté. Ou vu passer, en tout cas. Ouais, vu passer ou écouté, et je sais pas combien, il y a des centaines d'épisodes. Donc voilà les trois casquettes d'Aline. Et ce que j'ai bien aimé en fait dans son approche, c'est qu'elle a une mission qui est de dédramatiser et de désacraliser quelque part l'entrepreneuriat, et souvent elle rajoute dans la bonne humeur, et vous allez le voir, pour ceux qui la connaissent pas, c'est quelqu'un qui a plein d'énergie et qui effectivement est de bonne humeur et sourit beaucoup et rigole beaucoup, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle. Je me suis dit que j'allais peut-être partager quelques chiffres. Comme ça, parfois on n'ose pas soi-même partager nos chiffres. Je le fais jamais. Donc c'est pas évident de partager ces chiffres. Donc juste pour que tout le monde soit ok sur juste pour donner le contexte de ce que c'est que The Bee Boost, ça fait à peu près 4 ans que ça existe, que l'entreprise existe. C'est plus de 9000 clients. C'est à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an depuis peut-être 3-4 ans. Et surtout pour le podcast Je peux pas, j'ai business, c'est plus de 2,5 millions d'écoutes cumulées, ce qui est énorme pour un podcast francophone. On va avoir le temps d'en parler et ça va être super. Voilà, franchement, Aline, bienvenue. Ben merci, je sais plus où me mettre. Littéralement, je sais plus où me mettre. Je l'ai fait comme ça, t'as pas à le faire. C'est vrai qu'en plus, je cite jamais les chiffres parce que des fois, t'as des questions de modestie, d'humilité. Tu dis est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. Donc, c'est ça, je me suis dit, je vais prendre 3 minutes de plus dans mon intro pour au moins que tout le monde situe un petit peu ce que tu fais depuis 3 ans, depuis 3-4 ans. Et j'avais envie de démarrer par une question un peu particulière. En écoutant des interventions que tu as pu faire récemment, j'ai vu un concept japonais qui s'appelle le Shu-Hari, qui est un concept autour des arts martiaux. Et j'ai l'impression que ce concept, il est assez important pour toi, ou en tout cas, il est important dans ton aventure entrepreneuriale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le Shu-Hari et pourquoi c'est important dans le contexte de l'entrepreneuriat ? En fait, c'est un concept que j'ai découvert il y a assez peu de temps, mais qui illustrait tellement bien la philosophie que j'essaye de transmettre autour de l'entrepreneuriat que je me dis mais c'est exactement ça. Donc Shu-Hari, c'est 3 mots, c'est lié aux arts martiaux japonais, et en gros ça veut dire comprendre les règles, maîtriser les règles et ensuite casser les règles. Et je trouve que ça s'applique vraiment bien à l'entrepreneuriat parce que au début, on va comprendre les règles, on va essayer de copier, faire pareil que les gens,
implémenter chez nous ce qui fonctionne pour les autres, etc. Et je pense, en tout cas, pour tout le monde, un temps incompressible de on va jouer les règles du jeu pour comprendre le jeu dans lequel on est, avant de vouloir en faire qu'à notre tête et vouloir faire comme on le souhaite. Donc d'abord, on comprend les règles, on se les approprie. Ensuite, on maîtrise les règles, c'est-à-dire que c'est bon, je maîtrise le game, je suis allé en long, en large, en travers, j'ai roulé ma bosse, j'ai créé mon expertise, je comprends comment le jeu fonctionne. Et ensuite, du coup, dans un troisième temps, on peut casser les règles. Et je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui, dès qu'ils se lancent, ou même dès le début, disent non mais moi, je veux faire que je vais en faire que à ma tête, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, ça me correspond pas, c'est pas moi. Et à chaque fois, je leur dis oui, t'as raison, mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. On reste dans les expressions. Ne mets pas la charrue avant les bœufs et juste comprends le game dans lequel t'es en train de jouer, maîtrise-en les règles et dans un second temps, après, tu pourras en faire ce que tu pourras en faire qu'à ta tête, faire ce que tu veux, etc. Hyper intéressant parce qu'en fait, tu te dis déjà la première partie, vraiment maîtriser les règles. Je pense que peu de gens passent beaucoup de temps sur cette partie-là parce qu'en fait, t'as envie de directement te réinventer, être un petit peu disruptif, être différent. Et ce que tu disais aussi, c'est qu'en fait, c'est bien quand on débute de suivre une formation, par exemple, ou d'avoir une sorte de modèle, de modeler, faire du modeling un peu d'un entrepreneur, et le côté un peu d'abord copier ou en tout cas s'inspirer, et puis ensuite avoir tout l'espace pour s'inventer soi-même, quoi. C'est ça. Mais je trouve ça hyper intéressant. On va parler de plein de sujets, notamment de The Bee Boost et de toutes ces histoires de casser les règles et tout ça. J'aimerais bien savoir un peu comment toi, effectivement, t'as pu casser les règles. Mais on va revenir quand même au début de cette aventure. Alors au début, je sais pas si c'est au début, mais toi déjà, t'es de quel coin de la France, juste pour. Je suis née à Grenoble et j'ai grandi en Haute-Savoie, à côté d'Annecy, dans un petit patelin où il y a beaucoup de vaches. D'accord. Donc vraiment campagne, raclette, Annecy, Haute-Savoie. Ok, ça permet à tout le monde de se situer. Raclette généralement, c'est raclette. Tout le monde d'accord. Ok, d'accord. Et du coup, en fait, t'as démarré dans l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris, par la retouche. Tu faisais de la retouche photo. Là, on est dans un studio où il y avait une palette graphique et tout à l'heure, tu nous as dit en off. Tiens, c'était l'ancien. Enfin, je travaillais là-dessus moi aussi à l'époque. Et je t'ai dit, attends, on va en parler. Donc, on en parle. Du coup, retouche photo. Exactement. Qu'est-ce qui te fait aller sur cette voie-là, de la retouche photo ? Une longue histoire qui est un peu à l'image de ma vie, qui est j'ai vu la lumière, ça avait l'air sympa, je suis rentrée, quoi. En gros, j'ai fait une école de cinéma. Après, j'ai fait un master en marketing. Je voulais travailler dans la pub. Okay. Je suis partie à New York parce que je voulais travailler dans la pub à New York. J'étais un petit peu tête brûlée à l'époque. Et là-bas, long story short, je me suis retrouvée embauchée comme retoucheuse photo au sein d'un magazine de mode. Okay. Parce que j'avais quelques notions. Enfin, je faisais de la photo depuis quelques années à titre amateur. Je faisais un tout petit peu d'argent avec ça, etc. Et du coup, ils m'ont dit, est-ce que tu sais te servir de Photoshop ? Moi, avec toute ma naïveté, j'ai dit oui parce que je ne savais pas ce qu'on allait attendre de moi. Ouais. Du coup, j'ai terminé comme retoucheuse photo dans ce magazine. Je me suis très vite rendu compte qu'au final, c'était beaucoup plus technique que ce que j'avais l'habitude de faire. Mais j'ai pris ça comme un challenge. Je me suis formée. Et en fait, j'ai découvert ce métier. Je me suis formée là-dessus pendant l'année que j'ai passée à New York. Et en rentrant ici en France, je me suis dit, j'adore ce métier. Je veux en faire ma vie. Je vais être freelance là-dedans. Et donc, j'ai créé mon auto-entreprise à l'époque. Et voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans et demi. Ok. Ah oui, 6 ans et demi quand même. Ah ouais, c'était une grosse partie de ma vie. Ah ouais, parce qu'on en parle assez peu dans les podcasts et ça, mais 6 ans, t'as fait ça pendant 6 ans. Et donc, ton quotidien, c'était retoucher des photos essentiellement de mode ou c'était... J'étais spécialisée dans tout ce qui était le luxe, la cosmétique, la beauté. Okay. Donc, je travaillais avec toutes les plus grosses marques de luxe, on voyageait pas mal. Enfin, c'est une fast life, hein. C'était une oui. Ouais. En plus, tu démarres à New York. Dans la mode à New York, genre le diable s'habille en Prada, tu vois un peu. Ah, c'est mon film préféré. C'est vrai. Non. Mais tu vois, c'est marrant parce que moi, la question que je me pose, c'est à quel moment tu switches, quoi. À quel moment tu te dis, ça fait 6 ans, donc tu gagnes. Voilà, je pense que tu commences à bien gagner ta vie. 8 et 10 cas par mois, ouais. Voilà, 8 et 10 cas par mois. Voilà, ça roule bien pour toi, tu sais faire. T'es compétente, t'as une vraie compétence que tu développes. Et puis il y a un peu les sirènes de l'infoprenariat. À un moment, je sais pas dans quelle mesure c'est comme ça que ça se passe, mais à quel moment tu passes de l'autre côté et tu te dis, je vais arrêter de travailler pour moi et juste vendre ma compétence et je vais commencer à former des gens, ou en tout cas à être dans l'interaction avec des gens un peu prof-élève, quoi, quelque part. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont créé ce shift, sachant que
d'abord, j'ai créé The Big Boost et ensuite, j'ai découvert l'infoprenariat, en fait. Donc, Ok. c'était un petit peu le truc bizarre. Le premier facteur, c'est que je commençais à avoir fait le tour de de toute la retouche photo, etc. Il y a des moments, même en tant que freelance, t'arrives à un TJM où t'es assez plafonné, c'est-à-dire que on peut pas facturer 2000 € par jour quand on est retoucheuse photo, donc on était quand même un peu plafonné, donc je commençais à réfléchir potentiellement à créer mon agence, à m'agrandir, donc déjà ce côté un peu entrepreneurial, mais il y a tout le côté un petit peu éthique du métier qui commençait à me titiller. J'adore la technique, j'adore le côté artistique, j'étais passionnée par ça. Mais quand tu travailles dans le secteur de la mode, du luxe, de la beauté, tu retouches des peaux, tu retouches des corps. Moi, j'ai 2 petites sœurs et je me disais, est-ce que j'ai envie de contribuer à cette facette de la société de consommation? Donc, premier truc qui me chafouinait un petit peu. Le second, c'est une rupture amoureuse à l'époque. Il y a toujours des histoires comme ça. Bien sûr, mais... Qui fait que je me suis retrouvée avec des week-ends et des soirées de libre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon temps libre? Et en plus de ça, je m'étais rendue à une journée de formation auprès de la Chambre des métiers de Paris, qui était de utiliser les réseaux sociaux pour faire décoller son business ou je sais pas quoi. Et en fait, c'était horrible comme journée de formation. Le formateur, j'espère qu'il n'écoutera jamais ce podcast, mais était trop nul, quoi. Tu vois, c'était un dinosaure, mais moi, j'y connaissais plus alors que j'utilisais que à titre perso. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'ai des connaissances sur Instagram, un tout petit peu. J'ai des connaissances en entrepreneuriat, un tout petit peu. J'ai du temps libre. J'en ai marre de la retouche photo. Je dis, je vais créer un blog. Je vais mettre mes conseils dessus. Et au moins, comme ça, les gens qui en auront besoin et tout, pourront piocher là-dedans. Et puis moi, ça va m'occuper mon temps libre. Donc, c'était vraiment, à la base, juste un hobby, juste un passe-temps, en fait, voilà. Pour noyer ma peine, au lieu d'opter pour la solution tequila et Ben & Jerry's. Voilà. Mais tu t'es dit, au lieu de me manger de la glace, je vais partager. J'ai fait pendant une petite semaine quand même. Ouais, t'as eu ce petit moment, mais tu t'es dit, je vais quand même partager, quoi. Je vais partager ce que je sais. En fait. Exactement. Et donc, retour de cette fameuse journée de formation à la Chambre des métiers, en une nuit, j'ai créé le blog et j'avais mis 3 articles dessus. Et à partir de là, je me suis un peu prise de passion. J'ai commencé à lire des bouquins sur comment faire connaître un blog en 2018, etc. Très, très vite, quand tu commences à taper ce genre de requêtes sur Google, t'entends parler de marketing digital. Bien sûr. Et donc, très vite, tu commences à entendre parler d'infoprenariat, de formation en ligne. Et je crois que 3-4 mois après, j'étais encore freelance en retouche à temps plein, mais 3-4 mois après, je crée ma première formation en ligne pour tester. J'ai découvert qu'on pouvait générer de l'argent de manière passive. Et là, je me suis fait waouh. Et là, c'est la boîte de Pandore qui était ouverte, quoi. Et là, la première fois où tu reçois de l'argent via la vente d'une formation, d'un produit digital, t'étais dans quelle situation? Remémore-nous le... Je crois que n'importe quel entrepreneur se souvient de sa première notification Stripe sur son téléphone, on l'a toutes, quoi. Clairement. Donc, remémore-nous un petit peu ce moment... t'es où? Tu fais quoi? J'étais en mission longue chez Yves Rocher à l'époque, donc ils ont leur bureau dans le sud-ouest de Paris. Et je me souviens arriver un petit peu tôt, il devait être 7h30, 8h, parce qu'on était sur une grosse période rush, de poser mon... parce que j'avais envoyé une newsletter à 7h, avec l'annonce de ma première formation, etc. Et je me souviens poser toutes mes affaires sur le bureau, allumer la tablette, allumer Photoshop et tout. Et là, la petite notification à 7h40 qui s'allume, 7h40 ou 8h40, je sais plus, mais bref, moins de 2 heures après l'envoi de la newsletter, en mode... Je crois qu'elle était à 40 € la formation, 47 €, mais genre, virement notification 47 €, paiement de nanana, et j'étais, et ma première réaction, ça a été, c'est vraiment, on peut faire de l'argent de manière passive, parce que là, je suis en train de bosser pour mon client, et je fais de l'argent en même temps. Et ma deuxième réaction, une fraction de seconde après, c'était, qui est la personne assez conne pour m'avoir fait confiance? Je vais la rembourser tout de suite. Il faut que je délivre maintenant. C'est ça, en plus, ça a été créé la formation, c'est même pas ça, mais c'était vraiment en mode, mais ça fonctionne, zut. Mais ça, c'est fou. T'as raison, la première notification... Tu t'en souviens de la tienne aussi? Bien sûr. C'était, je crois, 100 €. Et déjà, 100 €. Ah ouais, t'avais confiance à l'époque. Ouais. Tu vois, je m'étais dit, allez, on y va, 100 € la formation, quoi, 99 €. Et j'avais fait une petite formation sur le podcasting, d'ailleurs. À l'époque. Et en fait, d'un coup, tu te dis, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est ça aussi. Ça aussi, ça existe, en fait. Ce monde-là existe. Ok, et donc, du coup, 47 €... Ça s'est enchaîné, t'as commencé à en vendre de plus en plus, à avoir des clients. Et là, tu me parlais du fait que t'étais arrivé sur des blogs ou sur des chaînes YouTube de marketing digital, d'infoprenariat. Tes premiers mentors, on va dire, c'était qui? À cette époque-là, je me souviens que j'ai binge-watché ou binge-listené du coup les podcasts de Antoine BM. Et c'est lui le premier qui a prononcé les mots formation en ligne. Et c'est lui aussi qui disait le podcast, c'est le format du futur, etc. Et c'est pour ça que quelques mois après, j'ai créé le podcast Je peux pas, j'ai business en mode puisqu'Antoine il a dit que c'était bien, je vais le faire. Énorme. Je savais pas qu'il y avait ce lien-là. Ah oui, parce que c'est vrai qu'Antoine BM, ce qui est très intéressant pour ceux qui nous écoutent, j'imagine que beaucoup connaissent Antoine BM, mais c'est quelqu'un qui
qui vend de la formation en fait depuis des années et qui a beaucoup de périodes en fait. Il a la période YouTube, la période vlog, et là effectivement en 2018 je me souviens très bien moi aussi, il y avait cette période podcast où il faisait un podcast par jour. Ouais. Et donc ouais en fait il y avait ce côté, et donc du coup en fait t'as créé Je peux pas j'ai business parce que Antoine BM s'était dit ouais, c'est le moment quoi. Et je lui ai dit, parce qu'il y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion de l'interviewer sur le podcast, et je lui ai dit justement, mais tu sais, tu es le parrain de ce podcast, le parrain qui s'ignore, mais ce podcast existe grâce à toi. C'est trop bien, ok. Donc ouais, Antoine BM, moi je me souviens, il y avait aussi Olivier Roland à l'époque, qui était j'avais lu son livre sur le blogging justement, ouais. Ce qui est hyper intéressant. Ok, et donc là c'est le début un peu de l'aventure. Mais rapidement, tu arrives à quand même assez à décoller assez rapidement. Autant ta carrière de freelance, tu vois, avait duré avec on va dire une sorte d'augmentation rapide, enfin d'augmentation linéaire, on va dire, du chiffre d'affaires. Et là, finalement, dès la première, peut-être 1 an, quelque chose comme ça, tu commences à faire des lancements et à générer peut-être 6 chiffres assez rapidement. Comment t'expliques alors, je te laisse me corriger. Je suis en train d'essayer de refaire l'historique dans ma tête. En fait, il y a eu 1 an où la retouche photo et le blog se sont chevauchés. Ouais. Et en fait, c'est juste au bout d'1 an où je suis passée à temps plein, effectivement, sur The Bee Boost, donc en septembre 2019. Et après, à partir de là, effectivement, ça allait très très vite. Mais parce que du coup, il y avait eu cette année en amont de construction de la communauté, de premiers lancements de petites offres où ça faisait des petits lancements à 4 000 € enfin, petit lancement, on s'entend, hein, mais 4 000 € par-ci, 6 000 € par-là, etc. Donc j'avais déjà un petit peu roulé ma bosse, l'audience était là, la communauté grossissait, j'étais énormément dans le créer du contenu, podcast, Instagram, vidéo, etc. Et après, effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, est-ce qu'on tente l'aventure? Donc ça, c'était en mai 2019. Est-ce qu'on tente l'aventure? Là, à ce moment-là, je tombe dans un séminaire de développement personnel, pareil, complètement par hasard, chez Franck Nicolas, que je ne connaissais pas. Puis le gars, je me retrouve à lui lâcher 2000 balles pour être assise dans les premiers rangs. VIP. Et c'est ça. Et là, je me fais brainwasher le cerveau. On me fait danser, sauter, pas dormir pendant 3 jours, on me hype à fond. Si bien qu'en sortant, je suis en mode, ouais, j'arrête la retouche photo. Je m'y mets à fond, enfin, c'était n'importe quoi. Mais apparemment, ça a payé puisque j'ai dit à tous mes clients, dès le mois de septembre, j'arrête. Je me mets en pause pendant 6 mois. Je tente ce nouveau projet, on verra ce que ça donne. Ouais. Et voilà, puis j'ai jamais fait marche arrière. Ouais, c'est fou comme en fait, parfois, juste vivre une émotion forte, ça peut être en écoutant un podcast, ça peut être surtout en séminaire, en général, on en parlera d'ailleurs de tes séminaires, mais c'est fou comme une simple émotion peut te faire switcher et prendre des décisions qui peuvent être, mais fondatrices quoi, dans ta vie. Et là, typiquement, c'est ça, c'est Franck Nicolas qui fait un séminaire de dev perso, j'imagine assez classique, avec des punchlines, de la hype, etc. Et toi, en fait, ça te fait prendre cette décision, quoi, qui a été incroyable finalement. Je pense que c'est déclic et c'est prise de conscience. On dit toujours oui, j'ai eu le déclic à ce moment-là, mais ce qu'on prend pas en compte, c'est que en fait c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase littéralement, mais qu'il y en avait eu des dizaines et des centaines d'autres de gouttes d'eau en amont. Ouais. Sauf que c'est celle-ci qui est la dernière qui fait basculer le château de cartes, quelle que soit la métaphore que tu vas employer. Donc on a tendance à dire c'est à cause de ça, mais en fait il y a aussi tous les dominos en avant. Amont, quoi. En fait c'est une somme d'événements et puis il y a une émotion, une dernière émotion, quoi. C'est ça, c'est le grand final. Ben ouais, c'est ça, et finalement, tu te dis, ok, je prends une décision, quoi. Et il y a eu d'autres moments comme ça où t'as pris des grosses décisions un peu dans la même veine, quoi, tu vois, en mode, ok, en fait, c'est ça. Est-ce qu'il y en a eu dans ton aventure d'autres, ouais? Je te prends juste 1 minute pour 1, te remercier d'être arrivé jusque-là, 2, te féliciter d'avoir une bonne capacité d'attention, parce que je pense que peu de gens arrivent à écouter des podcasts aussi longtemps, donc bravo pour ça. Et 3e chose, j'ai enregistré avec Aline ce que j'appelle la question off. En fait, je lui ai posé une question que je diffuserai pas sur les réseaux, qui est vraiment totalement off. Aline, en fait, elle m'a expliqué étape par étape comment décupler sa visibilité via un plan média. Le plan média, c'est une de ses bottes secrètes et on en a parlé pendant 5-10 minutes. Cette petite conversation, cette petite question off, tu peux y avoir accès, je te mets le lien en description, tu auras accès aussi à toutes les autres questions off avec les autres invités, c'est vraiment un contenu que je ne diffuserai pas et tu peux y accéder directement via la description. Je te laisse avec le reste de l'interview d'Aline, elle nous parle notamment de sa stratégie d'investissement, de ce qu'elle pense de l'IA et de pourquoi elle adhère à des masterminds. Bonne écoute.
il y avait la décision de partir à New York, c'était clairement un coup de tête. Moi, j'appelle ça, c'est les coups de tête d'Aline. Donc, il y avait ça. La décision de me mettre à mon compte, la décision de switcher à temps plein sur The Bee Boost, la décision d'arrêter les coachings individuels pour faire que la formation en ligne et de faire le premier lancement de la BSB. Donc, c'est là, en fait, on est passé à 6 chiffres dès la première année. Mon déménagement à Nice, c'était ça aussi. Voilà. Ouais, ça aussi, on va en parler parce que là. Beaucoup de coups de tête dans ma vie. Mais c'est bien, mais tu vois, c'est ça. Je constate ça, en fait, comme une sorte de constante, en fait, dans ton aventure. Et là, tu parlais de la BSB. Alors, parlons-en. Parce que bon, même si beaucoup connaissent la BSB et que, en fait, qu'est-ce qui te donne envie de passer sur ce type d'offre-là? Qu'est-ce qui donne envie de passer sur ce type d'offre? Le fait qu'à l'époque où j'ai découvert ce type d'offre, ça n'existait pas, en tout cas pas tel que je le percevais sur le marché français. Okay. Quand j'ai décidé de passer à temps plein sur The Bee Boost, j'ai voulu faire les choses bien et sérieusement, entre guillemets, et du coup, j'ai décidé de me former. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une formation business, assez courte, hyper pratico-pratique, etc. Et j'ai rien trouvé sur le marché français. Par contre, du coup, j'ai trouvé sur le marché américain. J'ai acheté la B-School de Marie Forleo, qui est quand même très très connue dans le milieu aussi. Je l'ai suivie et j'ai adoré. Et je me suis dit, un jour, je créerai la B-School française. Donc voilà. Mais bon, je me sentais pas encore prête, j'avais pas encore suffisamment d'expertise et tout. Donc je me suis dit, je vais faire d'abord du coaching individuel, je vais créer ma méthodologie, je vais créer mon process, et quand ça existera, je créerai la fameuse B-School française. Telle que je l'imagine. Inspiré en fait de la structure de Marie Forleo. Exactement. Qui proposait quelque chose comme ça, un peu long terme, avec collectif en collectif aussi. Voilà, le concept d'avoir une académie où tout le monde commence en même temps. Enfin, c'est comme une école en ligne, au final. Ouais. Et du coup, tu vois, là, j'ai une question qui me vient que j'avais pas notée, mais en fait, finalement, tu t'es dit, la BSB, c'est une offre qui est un peu mon offre phare, en fait. C'est ce qui t'a permis, là, d'atteindre des résultats incroyables. Mais c'est une offre à lancement. C'est-à-dire que tu fais des lancements tous les ans, si j'ai bien compris, vers mars-avril, comme ça. Il y a plein d'autres modèles d'infoprenariat où c'est, par exemple, on parlait d'Antoine BM, lui, c'est des petits lancements tous les mois ou tous les 2 semaines. Il y a de l'evergreen aussi, le fait de proposer de laisser les portes ouvertes. Et toi, en fait, tu t'es lancé dans ce business à lancement, quoi, justement. Pourquoi tu t'es lancé dans un business comme ça, sachant qu'il y a des gros avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients, notamment c'est quand même très stressant les lancements, j'imagine. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a... En fait, c'est pareil, copier-coller de ce que tu avais pu voir un peu aux États-Unis? Alors c'était pas tant ça, c'est plutôt en fonction de ma personnalité. Parce que effectivement, bon, il y a le côté un petit peu stressant de dire je vais reposer 80-85% de mon chiffre d'affaires sur 10 jours dans l'année où j'ai intérêt, je dois pas tomber malade, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, ça me hype. C'est le challenge, l'adrénaline, c'est vraiment des moments que j'adore vivre. Alors, je termine exténuée, bien évidemment, mais j'aime ça. Alors que s'il fallait toute l'année faire du evergreen sur la même offre, peut-être que je ferais même plus de chiffre d'affaires comme ça, mais tout de suite, j'ai l'impression de m'enfermer, en fait, dans un système, de m'enfermer dans un fonctionnement, où là, vraiment, j'ai mon lancement annuel, et le reste de l'année, je fais, entre guillemets, ce que je veux, je peux développer d'autres projets, et je pense que ma personnalité fait que j'ai besoin d'avoir plusieurs temps forts dans l'année, dont le lancement. Alors jusqu'ici c'était monoproduit parce que j'ai vraiment pris le temps, j'ai pris 3 ans pour perfectionner l'académie et en faire vraiment quelque chose qui, on va dire, match mes critères d'excellence. Je vais pas dire parfait parce que ça n'existe pas, mais en tout cas qui matchait mes critères d'excellence. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer à diversifier. Donc, on a parlé du séminaire que j'ai lancé l'année dernière, etc. Mais voilà, c'était plutôt l'adrénaline que ça procure et j'aime ce business model de lancement et le petit coup de hype, le petit coup de pression, la visibilité aussi. Que ça offre parce que du coup c'est des gros lancements qui font un petit peu de bruit, donc c'est rigolo, quoi. Ouais, tu vois, dans une des interviews là que j'ai pu écouter pour préparer le podcast, tu disais que en fait tu avais mis un certain temps à comprendre qu'il fallait que tu te prépares pour les lancements. Parce que c'est intense, et c'est hyper intense, et donc du coup il fallait que tu te prépares, et notamment à un moment tu parlais de préparation mentale, je trouve ça génial. Parce que personne ne parle de ça dans l'infoprenariat, sur le fait de se préparer mentalement, physiquement quasiment. Est-ce que tu peux un peu nous partager cette démarche-là de préparation mentale pour que tes lancements soient impactants et puis que tu survives à tes lancements? Alors oui, effectivement. Du coup, moi, je suis de la team où j'ai besoin de poser la main sur la vitre de la cheminée pour comprendre que ça brûle, même si on me l'a dit 10 fois avant. Effectivement, le lancement, c'est 10 jours, mais il y a 3-4
5 mois de préparation en amont, et ça les gens ne le voient pas en fait. Et c'est pas que moi, avec toute une équipe, parce que c'est vraiment on sort les gros moyens, il y a beaucoup de choses techniques qui sont mises en place, il y a des temps forts, etc. Beaucoup de contenu aussi. Du coup, c'est vrai que la première année, j'étais un peu allée en mode YOLO, je découvrais la méthodologie, etc. J'ai terminé complètement cramée. La seconde année, pareil. Et en fait, dès la troisième année, je me suis dit, là, il faut que je me prépare aussi, moi, en termes de santé et de mindset, pour affronter le lancement, parce que ça vient de challenger ton business, mais aussi toi en tant qu'entrepreneur et en tant que CEO de toi-même. Quoi, c'est ça, en tant que ton intégrité aussi. D'un point de vue fatigue, d'un point de vue santé, d'un point de vue gestion du stress, d'un point de vue charge mentale, d'un point de vue anxiété par rapport au fait que peut-être que les objectifs ne sont pas atteints tout de suite ou même pas du tout. Enfin, j'aime bien les lancements parce que j'ai vraiment l'impression que ça met ton business dans une essoreuse et que s'il y a la moindre faille dedans, tu vas le remarquer pendant le lancement, quoi, tu vois. S'il y a un truc qui doit craquer, ça craquera à ce moment-là. T'allumes les spots un peu. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du coup, c'est très intéressant. Alors, c'est challengeant, mais c'est hyper intéressant pour repérer où sont les pistes d'optimisation, les failles aussi que tu peux avoir. Voilà. Ouais, c'est ça le fait de te dire, je vais faire un peu de yoga, je vais prendre une naturopathe, je vais peut-être faire un peu de sport. Je vais vraiment préparer. C'est le moment de l'année où je fais du sport. C'est avant mes lancements. T'es pas très sport? Non, pas trop. Et qu'est-ce que tu fais pour justement déconnecter? Je joue à la Switch. Trop bien, ouais. Non, je rigole. Je fais pas de sport, mais je fais de l'activité physique. Okay. Plutôt, donc, pas mal de marche à pied, de sorties, etc. Après, je pense que comme tout le monde, je vois des amis, je vois de la famille. Ouais. Et sinon, de la lecture, des hobbies. Ouais, mais je déconnecte pas beaucoup non plus. Enfin... Tu te définis comme lectrice? Ouais. Je sais pas à partir de combien de livres par an on peut dire, mais je crois que j'ai compté l'année dernière, j'ai dû lire 63 livres, un truc comme ça. Tu lis plutôt des romans, de la non-fiction? Les deux. Les deux. Tu vois, je me suis demandé, avant de pouvoir d'avoir l'occasion de discuter avec toi, je me suis dit, d'où ça lui vient, cette énergie, cette envie, ce côté, cette niaque? La drogue. Ouais, je me suis dit, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment la drogue? Est-ce que c'est vraiment la drogue? Qu'est-ce qu'elle prend? Et en fait, je me suis dit, peut-être que c'est une vocation, quelque chose qu'elle a en elle, on va dire, depuis longtemps. Et puis je continue à faire une petite recherche, et puis je vois, un moment dans un podcast, tu sors une phrase, et ça m'a fait penser à la phrase... J'ai peur de ce que tu vas dire là. Non, t'inquiète pas, mais ça m'a fait penser à la phrase des affranchis. Tout autant que je me souvienne, j'ai toujours voulu être un gangster. Et toi, c'était tout autant que je me souvienne, j'ai toujours eu envie d'être une chef d'entreprise un peu. C'est vrai. Et du coup, mais comment ça se fait? C'est vrai que en général, on voit un peu le storytelling des gens. Et là, j'ai l'impression que toi, c'est vraiment le cas. C'est que depuis que t'es petite, quoi, tu t'es dit, je vais être entrepreneur. Exactement. Comment ça se fait, quoi? Bah, tu vois, on parlait tout à l'heure du Diable s'habille en Prada. Ouais. Et je te disais, c'est mon film préféré. Et j'ai vraiment cette image de Miranda Presti qui arrive dans les bureaux, qui balance son manteau à ses employés, etc. Alors, je veux pas être ce genre de boss, mais j'ai quand même beaucoup d'admiration pour l'empowerment, en fait, qu'il y avait dans cette scène-là. Okay. Et je me suis dit, ah ouais, les badass comme ça, on aime bien. Et moi, j'ai grandi dans une famille où mon père était entrepreneur. Okay. Toujours, il nous a montré ce côté-là aussi. Et sans jamais mettre la pression en mode, il faut être entrepreneur, il faut être salarié. Vraiment, on était libres, mes frères et sœurs et moi, de faire ce qu'on voulait. Mais moi, je me suis dit, je vais être entrepreneur comme mon papa. Trop bien. Voilà. En toute indiscrétion, qu'est-ce qu'il faisait quoi? Dans l'informatique. Dans l'informatique et tout. Il avait une boîte. Ouais. Mais moi, j'arrive pas trop à expliquer exactement ce que c'était. Je pourrais y aller, ça prendra 10 minutes. C'était très précis, mais c'est un truc dans l'informatique. Ok, d'accord. Ah, donc il y a quand même cette influence un peu familiale où en fait, t'as vu ton père entreprendre. Et tu t'es dit, mais je veux faire. Souvent, quand on dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comme ton papa, bah, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça, ouais. C'est assez dingue. On va faire un petit switch à 360, mais j'aimerais bien qu'on parle. Du coup, si c'est 360, c'est pas vraiment un switch. Ouais, non. En fait, ça veut dire qu'on revient. Donc, pourquoi cette vocation? Non. En fait, j'aimerais bien qu'on parle de ce séminaire, parce qu'à un moment donné, donc ton business fonctionne parfaitement bien, tu rentres 1 million de chiffre d'affaires à peu près chaque année, et tout se passe bien. Et effectivement, tu as cette envie de diversifier. Et donc de peut-être sortir une autre offre, pas nécessairement juste la BSB, mais autre chose. Et donc tu te dis, je vais rentrer dans le game des séminaires. Ouais. Qu'est-ce qui a amené cette réflexion? Quel moment tu te dis, ok, je vais faire ça maintenant?
l'envie de créer une offre pas rentable qui me faisait perdre de l'argent. Ça, c'est un vrai challenge. J'ai envie de perdre de l'argent. Comment est-ce que je peux le faire de la manière la plus directe qui soit? Non, ça c'était pour la petite blague. Mais je pense qu'en fait, c'est comme beaucoup de choses et qui va certainement parler à beaucoup d'entrepreneurs, c'est que quand on vit quelque chose qui a un potentiel de transformation sur nous, on a envie de le recréer ensuite à notre tour et de faire vivre ça aux autres. Ouais. Et de la même manière que la B-School avait changé ma vie, je me suis dit je vais créer la B-School française, et de la même manière que le fameux séminaire de développement personnel avait engendré des déclics chez moi qui ont fait que je me suis lancée dans ce business à temps plein, je m'étais dit aussi un jour, moi aussi j'aurai mon séminaire et tout, et puis il y avait le petit côté ego trip, je veux être sur la scène, parler devant des centaines de personnes, etc. Enfin, on va pas se mentir, on le fait aussi pour nous, on le fait pas que pour... Il y avait un kiff là-dessus où tu t'es dit, énorme kiff. Je vais être en face de centaines de personnes et puis je vais animer, faire venir des guests, ce genre de choses-là. Exactement, je vais faire mon one woman show là. Ouais, mais c'est trop bien parce que oui, effectivement, il y a un fil rouge finalement. Le fil rouge, c'est quand même ce séminaire, ce séminaire de Franck Nicolas, tous ces séminaires-là. Donc tu te dis, je vais créer les miens. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis, je vais le faire à Paris. Je vais le faire avec X personnes. C'est comme ça que ça. Enfin, par quoi ça a démarré un peu les premières briques? Quelles ont été les premières briques de ce gros projet du séminaire? C'était effectivement de dire, je vais le faire à Paris, parce que j'étais basée à Paris à l'époque. Et puis, alors moi, mon rêve, c'était d'être au Grand Rex, parce qu'il y a on va dire l'image qu'on a de la salle, c'est quelque chose d'assez majestueux, etc. Bon, ça s'est pas fait au Grand Rex non plus. Ouais, c'était juste ça, c'était en mode cette année on peut le faire, on a fait on a eu une bonne trésor depuis les 2 dernières années, on a fait un bon lancement avec la BSB, allons-y, créons ce séminaire. Enfin, c'était pas plus compliqué que ça dans ma tête, vraiment. Et alors, est-ce que ça s'est bien passé? C'était incroyable. Je crois que j'ai jamais autant stressé de ma vie, peut-être sauf pour mon permis. Mais, non, c'était une source de stress et d'angoisse, mais incroyable pour moi. Je crois que la semaine qui a précédé le séminaire, je ne dormais plus, j'ai dû prendre des somnifères pour la première fois de ma vie, tellement c'était catastrophique, limite je tombais dans les pommes tellement je manquais de sommeil. Et en même temps, c'était un kiff incroyable de dire, tu sais, c'est quand tu réalises un rêve. Un rêve de gosse, bien sûr. C'est ça. Et donc là, tu t'es retrouvé en face de ces centaines de personnes qui venaient. Et j'imagine que le fait de rencontrer aussi des gens qui normalement te suivent et avec qui tu as des échanges, mais sur Instagram, et là, d'un coup, tu rencontres les gens en vrai. Tu as une sorte de... Là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Quand d'un coup, tu as des gens qui viennent te voir et qui te disent moi, je te suis depuis des années. Alors, une vraie gêne. Parce que effectivement, tu as l'impression de faire tomber la barrière entre le digital et le présentiel, où c'est très facile d'être en ligne, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, d'avoir un média. Quand t'es dans la rue, t'es tranquille, quoi, entre guillemets. Ouais. Là, les gens il n'y a pas de barrière entre eux et toi, donc il y a une espèce de gêne. Est-ce que c'est vraiment moi que t'es venu voir? Est-ce que c'est vraiment moi que t'es en train de parler? Quelle est la vision que la personne elle a de moi, que peut-être que moi je me trouve pas de cette manière-là? Donc il y avait ça. Et en même temps, je me souviens de vraiment ce déclic que j'ai eu suite au séminaire, où j'ai pris conscience, je pense pour de vrai, de l'ampleur, entre guillemets, de ce que j'avais créé. Alors, j'espère ne pas avoir l'air d'avoir la tête qui explose dans ça, mais tu sais, quand tu fais les trucs chez toi, tu connais tous les défauts de ton business, tu te vois créer tes petits posts sur Canva pour aller sur Instagram, puis enregistrer tes petits épisodes de podcast derrière ton bureau, dans ton salon, ou alors moi au début sous une couette pour que le son soit correct, tu vois. Et après, d'arriver dans ce genre de contexte où t'as ces gens qui sont là, où tu échanges avec eux, t'as conscience en fait de ce que t'as créé en termes d'ampleur, donc il y a un côté un petit peu impressionnant. Et en même temps, ça m'a énormément aidé à prendre confiance en moi et à faire un shift en fait en termes de posture de chef d'entreprise, à me prendre au sérieux en fait quelque part. Ce shift-là, il n'était pas arrivé avant en fait. Il commençait à arriver, enfin il est arrivé tranquillement, il y a des petits déclics, mais il y a eu un très gros déclic. Enfin il y a une très grosse avancée sur cette question-là, peut-être en termes de légitimité aussi. Parce que c'est une question qui t'a handicapé un peu, cette question de posture de chef d'entreprise, qui t'a ralenti ou qui t'a handicapé avant de faire ce saut? Alors j'ai pas l'impression, mais je pense que du coup ça accélère en fait. Parce que du coup tu te mets à envisager des choses que tu n'aurais pas envisagées avant, tu te mets à avoir des ambitions que tu ne te serais peut-être pas autorisé à avoir en amont et à te prendre plus au sérieux. Donc je pense pas que c'était quelque chose qui m'handicapait avant parce que j'avais pas conscience du manque qu'il y avait. Mais du coup, ça a été un vrai accélérateur en termes d'ambition, de vision, de développement, de posture aussi, de confiance en soi, etc. Par exemple, tu parles de vision et de projection. Quelle est la vision qui t'est apparue à ce moment-là, qui t'avait jamais vraiment frappé avant, quoi? Qu'est-ce que t'as voulu changer, en fait? Vers où t'as voulu aller à partir de ce moment-là? Je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit vraiment, ah ouais,
Je suis une vraie chef d'entreprise et je suis pas juste une petite solopreneur qui crée un compte Instagram parce que ça la fait rire. Et que du coup, après ça a été beaucoup plus facile pour moi de déléguer. Pour de vrai, avant, j'avais très peur de déléguer l'opérationnel, j'étais encore beaucoup les mains dedans, etc. Et au final, après cette prise de conscience sur le séminaire, d'un coup, il y a eu un déclic dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, j'ai même plus envie de faire tout ça parce que ma place, elle est pas là. Elle est dans le développement de nouveaux projets, de nouvelles boîtes, de choses comme ça. Donc je vois qu'en général, j'ai l'impression qu'en général, à ce moment-là, il y a vraiment ces questions de recrutement, de management. Donc tu te retrouves dans des situations où tu dois gérer la performance collective en fait de ton équipe. Et du coup, j'aimerais qu'on parle un peu justement de tout ça, de management, de recrutement, sujet, parce que énorme sujet. Pourquoi j'ai envie de parler de ça? Parce qu'en fait, on s'est vu dernièrement à un dîner chez Romain Collignon pour son mastermind 67 où j'avais été gentiment invité par PB Poncelin. Petite dédicace que vous allez retrouver dans le podcast aussi. Et il se trouve que quand je demandais à toutes les personnes avec qui je dînais, quels étaient un peu les sujets qui étaient sur la table souvent, la majorité me disait recrutement, management, délégation, recrutement, management. Donc j'ai l'impression qu'à partir d'un certain palier, là il se trouve que tout le monde avait passé le palier des, je dirais probablement des 6 chiffres en termes de chiffre d'affaires par an. J'ai l'impression qu'à partir de ce palier-là, ces sujets arrivent sur la table, mais big time. Et toi, donc du coup, à un moment, j'imagine que tu as senti ce switch. Comment ça s'est matérialisé? C'est-à-dire que tu as eu un besoin que tu n'arrivais pas à combler toute seule, et donc il a fallu que tu recrutes, ou il y a eu d'autres situations? À quel moment ça s'est matérialisé, ce switch vers plus de délégations, plus d'équipes, chef d'entreprise, quoi? Mais je pense que c'est comme tout le monde et n'importe quel entrepreneur. On a 24 heures dans une journée et certainement pas 24 heures de productivité parce qu'il faut qu'on dorme aussi un petit peu. Donc au bout d'un moment, tu t'es plafonné par ta propre bande passante. Donc tu as beau faire toutes les optimisations, toutes les automatisations que tu veux, tu peux gagner un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, on n'est pas décidé les super-héros. On est obligé de se dire, bon bah soit j'accepte que c'est mon niveau maximal et que je n'irai pas au-delà de ça, soit je commence à m'agrandir, à déléguer pour me libérer de la bande passante pour engorger soit de nouveaux clients ou mettre en place des tâches qui vont m'aider à scaler mon business. Donc je pense que il y a un choix en fait stratégique à faire à ce moment-là. Il y a des gens qui veulent rester tout seuls et c'est complètement ok parce qu'ils veulent cette liberté, ils veulent pas avoir la prise de tête d'avoir une équipe à manager, ils aiment pas déléguer, etc. Moi, j'ai fait le choix avec ma vision de me dire, bah non, moi, je veux aller plus loin, je veux faire plus de chiffre d'affaires, etc. Donc, ça passe par la case délégation. Je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables en termes de délégation, d'erreurs mindset, etc. Enfin, ça n'a pas été facile, ni pour moi, ni pour mes collaborateurs. Mais bon, t'apprends. Est-ce que tu peux nous en partager une? Oui, bah c'est par exemple le micromanagement, de pas faire confiance, le fait de recruter quelqu'un en pensant que dès le début il va être dans ta tête, il va être 100% autonome et opérationnel, alors que bah il y a quand même un temps incompressible où il faut former la personne à ton business, parce que toi tu connais ton business par cœur, c'est toi qui l'as monté, mais pour une personne en face c'est juste un livre écrit dans une autre langue. Il faut qu'elle apprenne à l'alphabet. C'est pas l'extension de toi-même en fait, cette personne. Bien, hein. Ça serait pas mal, mais ouais. Donc toutes ces petites erreurs là. Et rapidement, tu t'es dit que tu allais recruter en CDI. Du coup, non, c'était pas rapidement. J'ai beaucoup travaillé avec des freelances et c'est juste au bout d'un moment quand je me suis rendu compte que j'avais besoin de gens à temps plein sur certains postes, dont le premier recrutement CDI que j'ai fait, c'était une assistante opérationnelle. Je me suis dit, bah, assistante opérationnelle, j'ai besoin de quelqu'un à temps plein. J'ai besoin de quelqu'un qui soit exclusivement attaché à mon business. Je veux pas qu'elle travaille pour la concu. Ça, c'était mon petit côté très tyrannique. Et donc, je dis, bah, du coup, CDI, quoi. Ouais. Parce que j'ai interviewé Stéphane Mallard, qui est un conférencier sur ces sujets-là autour du salariat, de l'intelligence artificielle, ce genre de sujet. Il y a un thème qu'il adore, c'est la mort du salariat. Et il me disait dans le podcast que selon lui, en fait, le 21e siècle allait sonner la fin de ce modèle du salariat. Et une de ses thèses, bon, il faudra, je t'inviterai à écouter l'épisode. Mais il place son petit épisode comme ça. Mais je t'inviterai, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'une de ses thèses, en fait, c'est de se dire que les meilleurs éléments n'ont pas d'intérêt à prendre des CDI et ont intérêt à être indépendants en fait. Et donc petit à petit, si on tend un peu la courbe, si on veut quelqu'un de très compétent,
c'est plus facile de le trouver, ou ça sera peut-être plus facile dans les prochaines années de le trouver avec un format un peu de freelance qu'un format CDI. Et donc il annonce, on va dire, la fin de ce modèle-là. Je sais pas si c'est là dans 5 ans ou dans 40 ans, mais il se dit qu'on arrive à la fin d'un cycle en fait là-dessus. Mais moi je sais que t'es assez attaché à ce, on va dire, à cette façon de recruter, à ce statut-là, parce que ça t'a beaucoup aidé dans ton business. Donc je voulais savoir un peu ce que tu pensais de ces réflexions sur la fin du salariat. C'est hyper intéressant. Et je pense que j'ai envie de challenger un petit peu. En fait, je vois pourquoi est-ce qu'on dit c'est la fin du salariat. Et je suis persuadée que c'est la fin du salariat tel qu'on le connaît et tel qu'on le pratique depuis la révolution industrielle, tu vois. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est la vraie fin du salariat ? Je ne pense pas. Parce que le fait de dire les meilleurs éléments vont devenir indépendants, bah non, pas forcément, parce que tout le monde n'a pas envie d'être entrepreneur. Tout le monde n'a pas forcément envie de gérer un business, de gérer l'insécurité, de gérer le fait de devoir avoir plusieurs clients, ça peut attirer certaines personnes, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout envie de ça et qui sont très bons techniquement dans leur métier, dans leur expertise, mais pas du tout bons dans la gestion d'une entreprise et ça les attire même pas. Donc, est-ce que vraiment tout le monde a vocation de devenir indépendant ? Je sais pas. Par contre, ce en quoi je crois, et ce que moi aussi j'essaye de mettre en place avec The Big Boost, c'est réinventer le salariat sur un autre modèle de fonctionnement, et c'est ce que j'ai fait aussi aujourd'hui en termes de culture d'entreprise, c'est que, pour te donner des exemples concrets, moi, tous mes salariés, tout le monde est en 100% télétravail, il n'y a pas de locaux, j'ai mes locaux à Nice, mais ils sont pas du tout obligés de venir, ils font ce qu'ils veulent. On fonctionne au résultat et pas au temps horaire, c'est-à-dire que moi, je ne demande jamais de compte sur qui est là à quelle heure, juste à tes objectifs pour la semaine, est-ce qu'ils sont accomplis à la fin de la semaine ou pas, que ça t'ait pris 3 heures ou 35, c'est ton problème et pas le mien. Avec énormément de la possibilité d'être digital nomade, de voyager, etc. Et ce qui fait qu'en fait, moi aujourd'hui, tous mes employés, ce sont d'anciens freelance qui ont fait le choix de retourner en CDI avec moi, mais parce que les conditions de travail étaient similaires à celles de l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être là aussi où je rejoins du coup Stéphane, le point de vue de Stéphane, de dire, je pense à l'indépendance des gens dans leur vie professionnelle. J'y crois à fond. Je pense qu'on va tous tendre vers ça. Après, est-ce qu'on sera tous indépendants ? Je suis pas sûre. Et en termes de poids sur l'entrepreneur, sur l'employeur, parce qu'il y a un poids aussi, même en termes de coûts, de cotisation, tout ça. De l'autre côté aussi, est-ce que tu penses que le modèle devrait un peu évoluer là-dessus, parce que j'ai l'impression que ça coûte un peu quand même de recruter. Alors ça coûte, oui. Ça coûte pas tellement plus cher que de recruter un bon freelance, parce qu'en fait un bon freelance ça chiffre très très vite. Et le petit pourcentage, peut-être les 10%, 15% supplémentaires que ça va te coûter d'avoir ce type de profil en salariat, en fait sont largement compensés par le fait que tu t'assures d'avoir l'exclusivité de cette personne, qu'elle peut pas entre guillemets se barrer du jour au lendemain, même si évidemment elle peut démissionner quand elle le souhaite, d'avoir quelque chose de plus stable même pour toi en tant que chef d'entreprise, et quelqu'un aussi de plus impliqué. On en parlait tout à l'heure dans une certaine mesure, parce que tu peux pas demander à un freelance avec tous ses clients de travailler dans ton business et de le considérer comme si c'était le sien, alors que quand tu as la chance d'avoir les bons employés, d'avoir une bonne culture d'entreprise, tu vas voir certains moments où tes employés, limite, ont plus à cœur les objectifs d'entreprise que toi-même. Ça, c'est assez ouf à vivre. Cette transmission un peu de la vision, de l'ambition. Et justement, parlons de l'ambition, parce que j'ai l'impression que tu es une entrepreneur qui a pas mal d'ambition, dans le sens, t'as envie de gagner, quoi. T'as envie de gagner, t'as envie d'avancer, t'as un peu cette niaque, cette fougue-là. Et j'ai cru comprendre que tu l'as toujours un peu eu, en fait, cette niaque. Faut jamais jouer avec moi aux jeux de société, ni même aux jeux vidéo. même je suis petite. une très mauvaise perdante. Ah non, c'est horrible. Je suis une très mauvaise perdante. Enfin, je prends les choses tellement à cœur que même moi, j'y trouve aucun plaisir, et je suis prête à te bouffer la gueule si jamais tu oses essayer de gagner, quoi. J'y prends aucun plaisir, j'adore. Ah non, mais c'est vrai. En fait, tu me proposes une soirée jeux de société, c'est mon pire cauchemar sur terre, quoi. Ok. Ah ouais. Donc vraiment, t'as ça au fond de toi. C'est too much. Non, mais et ça devient d'où? C'est-à-dire que. Je pense que éducation, expérience, personnalité aussi, certainement. Ouais. C'est envie d'être la meilleure, un peu, quelque part. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, c'est cool parce que le côté trop extrême, évidemment, te met des bâtons dans les roues parce que jamais satisfait, parce que même quand tu termines numéro 2, t'es que numéro 2, donc t'arrives pas à t'en satisfaire, etc. Mais les avantages de ça, c'est que tu lâches jamais, en fait. Ouais. Et quels que soient les challenges, quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, tu sais que tu lâches jamais. Est-ce que tu peux nous partager un moment où t'as eu un peu pas cette envie de lâcher, mais où le moment était compliqué et c'est ton tempérament qui t'a sorti la tête de l'eau? Est-ce que t'as un moment comme ça? Je pense qu'il y a des moments où il y a eu des petites phases
Moi, je la qualifie de phase d'épuisement professionnel, où effectivement, c'était très très dur d'un point de vue santé, énergétique, physique, etc., de maintenir le rythme. Et là, tout s'est joué au mental, littéralement. Ouais. Et puis même, tu vois, par exemple, on parlait du séminaire. La semaine qui a précédé le séminaire a été une des pires semaines de ma vie en termes d'émotionnel, de vécu. Pareil, c'est que le mental qui a pris le relais et qui a fait que... la veille au soir, je savais même pas comment je vais pouvoir tenir debout sur la scène le lendemain. Mais j'ai dit, de toute façon, je me pose même pas la question, je le ferai. Ouais. C'est même pas négociable, quoi. En fait, c'est ça, quoi. La phrase que t'as dans la tête, c'est, il y a pas forcément d'alternative. Ouais, je me laisse même pas le choix. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose que tu travailles pas forcément. C'est quelque chose que t'as un peu au fond de toi. Ça se travaille. Tu le travailles. Comment est-ce que tu le travailles? Je me fais régulièrement coacher d'un point de vue mindset dès que je sens que j'atteins des paliers en termes de développement personnel et où ça commence à devenir un peu compliqué pour le développement du leadership, de l'équipe, des choses comme ça. J'hésite pas à faire appel à un coach pendant 3 mois, 6 mois pour travailler sur ces problématiques-là. Je me fais pas coacher en continu parce que j'en éprouve pas le besoin. Après, je pense que c'est aussi un vrai cercle vertueux dans le sens où plus tu arrives à surmonter des challenges que tu te fixes, plus tu arrives à te prouver à toi-même que tu en es capable, plus du coup ça renforce cette croyance que tu as. Et du coup, ça crée ce cercle vertueux, quoi. Ouais, en fait, il y a un gros cercle vertueux qui se met en place avec toutes les expériences qui viennent valider un peu ce que tu as en tête. Exactement. Et est-ce qu'il y a, par rapport à toutes tes expériences de coaching, à un moment, tu te fais accompagner, donc pas tout le temps, mais quelques fois sur des quelques mois, etc. Est-ce qu'il y a un enseignement que tu as tiré, parmi tous les enseignements que tu as tirés des coachings, est-ce qu'il y en a un que tu auras envie de nous partager sur ton fonctionnement ou sur ce que tu n'avais pas compris il y a quelques années? Il y aurait plein de trucs à dire. Les 2 choses qui me viennent à l'esprit immédiatement, c'est cette image de l'oignon. On dit toujours que à chaque fois on pèle l'oignon et on découvre des nouvelles couches. Et même quand tu as l'impression d'être hyper calé en dev perso, d'avoir une très bonne connaissance de toi, je peux te parier que dans 4 à 6 mois, tu auras vécu des choses, tu auras eu des prises de conscience, etc., qui font que tu seras une autre personne, pas différente, mais tu as vraiment itéré en fait sur la base de qui tu étais. Donc en fait, la croissance personnelle, c'est toujours quelque chose qui se construit encore et encore et encore, et on n'a jamais terminé. Et même quand on pense être le boss, 6 mois après on se dit en fait je savais rien comparé à maintenant. Donc ça c'est très drôle. Et la seconde chose, c'est à quel point la puissance du coaching sur le fait de t'aider à changer ton paradigme, à faire des prises de conscience, et surtout c'est ça, c'est le changement de paradigme qui résout tous les problèmes souvent. Juste le fait de changer ton angle de vie, de vie. De vue. peut-être de vie aussi. Lapsus. Ton angle de vue sur une problématique, en fait, fait que tu vas totalement dédramatiser la chose dans ta tête. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que pour quelqu'un, se dire faire 1 million, ça me paraît impossible dans mon business, ou alors c'est vraiment quelque chose, ça m'arrivera dans 10 ans, etc. Ça devient le Saint Graal. Si à un moment dans ta tête, tu te dis que ton Saint Graal à toi, c'est de faire 100 millions, finalement, le 1 million, il te paraîtra tellement atteignable et tellement genre le premier barreau de grande échelle, et que tout de suite, le fait que de dédramatiser ça dans ta tête parce que tu auras changé ton paradigme, ton angle de référence et ton point de vue, tu vas pouvoir débloquer en fait ce côté où on sacralise trop certains goals. Ouais. Je sais pas si c'est parlant comme exemple, mais ça m'a débloqué tellement de croyances. Tu changes d'échelle, donc forcément, ce qui paraissait inatteignable devient une formalité. C'est la première étape, quoi, de ton nouveau paradigme, en fait. C'est ça. Et ça, le coaching, forcément, il faut quelqu'un d'extérieur, en fait, pour comprendre ce genre de choses-là, en fait. Parce qu'on peut faire tout le travail qu'on veut sur nous, même lire, même, en fait, on peut s'inspirer, on peut avoir des référentiels externes là-dessus. Tant qu'on n'a pas nous-mêmes travaillé sur nous avec l'aide d'un regard extérieur, en fait, c'est hyper compliqué de passer des paliers comme ça sur le 100 millions, 1 million. Je sais pas si c'est vraiment un vrai palier que tu as passé toi sur ces genres de chiffres-là, mais oui, j'imagine que ça fait la différence, quoi. Et je pense souvent à l'exemple de ta boîte dermatologue. Si au bout d'un moment t'as un bouton au milieu du dos, tu pourras pas l'éclater toi-même, quoi, tu vois. Ouais, au bout d'un moment, il faut. C'est pas mal, ça. Donc en termes de croyances limitantes, de travail sur soi, mindset, c'est quand même mieux de le faire avec quelqu'un qui a ce point de vue extérieur. Même si on a un grand niveau de conscience de nous-mêmes, on sait pas ce qu'on ignore, quoi. Ouais. Donc on voit pas nos angles morts. Ouais, je sais pas ce que je ne sais pas. Ce fameux camembert, là, qui dit 90% du camembert, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas, quoi. Donc l'idée, c'est d'aller piocher un peu là-dedans. Exact. Et le meilleur moyen de piocher, c'est d'avoir quelqu'un qui nous guide, en fait. Qui nous dit, là, t'as un angle mort. Là, t'as un angle mort. C'est intéressant. Je pense souvent, en ce moment, il y a du tennis. Et je pense souvent aux coachs de tennis. Je trouve que, en fait, les champions sont de tels champions, un Djoko, un Nadal, qu'en fait, le coach n'est pas là pour leur apprendre la technique.
C'est plus justement voir les angles morts, voir essayer d'avoir plusieurs cerveaux sur une seule problématique, c'est être performant C'est ça. à un instant T, quoi. Et je trouve ça assez cool de faire ce parallèle-là, parce qu'en fait, c'est un peu un sport de haut niveau, hein, l'entrepreneuriat, d'une certaine manière. Carrément. C'est un sport, c'est un art, c'est une façon de vivre. Mais c'est clair. Et tu vois, je fais le pont aussi avec le fait d'intégrer des groupes d'entrepreneurs. On s'était croisés justement au mastermind de Romain Collignon, mais je sais que t'as aussi participé à un autre mastermind, notamment celui de Alec Henry. C'est ça, ouais. Scalix, voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre ton premier mastermind? Je sais pas lequel était le premier, je pense que c'était celui-ci. C'était Scalix en premier, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre? Tu t'es dit, allez, c'est le moment, ça y est. C'est encore une histoire de coup de tête et j'ai vu la lumière, ça avait l'air sympa, je suis rentrée. Ouais. Je venais de terminer mon tout premier lancement, je crois, ou le second. Non, je crois que c'était le tout premier lancement de la BSB. Ouais. J'avais fait beaucoup d'argent, j'avais une grosse trésor, et j'ai un pote à moi qui m'a dit il y a ce mastermind là qui se lance, etc. T'as besoin de passer un peu de trésor avant de la fin d'année, investis. Et j'étais en mode non, jamais je ferai un mastermind. Ça faisait plusieurs mois, voire même années que je suivais Romain Collignon parce que j'ai énormément d'amis qui sont dans son mastermind et moi j'ai toujours dit non, j'irai pas parce que le but premier du mastermind c'est le réseau et moi je connais tous mes potes sont déjà là-bas donc en fait j'ai pas besoin du réseau, c'est mes potes. Ouais. C'était mon excuse à l'époque et en fait du coup quand on m'a parlé de Scalix, je me suis dit je connais personne et puis j'avais vraiment cette vision de c'est le dark side du marketing parce que c'est plein de marketeurs que voilà, chacun a sa réputation, etc. Ça me faisait beaucoup rire. C'était aussi un mastermind quasiment 100% masculin et moi j'aime travailler et être entourée principalement avec des énergies masculines et donc j'étais en mode j'ai vraiment envie d'aller tester l'autre revers de la médaille. Franchement j'avais fixé aucune attente particulière, c'était juste je veux vivre ma meilleure vie, je veux découvrir, je veux apprendre des techniques, des stratégies, des manières de voir les choses que peut-être j'aurais jamais entendues ailleurs et voilà, c'est ça qui m'a vraiment décidé à rejoindre ce premier mastermind à ce moment-là. Ouais. Mais ça se passe comment un mastermind comme ça? Autant je vois un peu Romain Collignon, autant là celui-ci, est-ce qu'il était un peu... C'est la même chose avec plus d'alcool. Ok, d'accord. C'est la même chose mais plus de fêtes, plus de fiesta, quoi. Voilà. Ouais. Et puis tu vas à Dubaï au lieu d'aller à Milan, mais... Ouais, c'est ça, vraiment, ouais, c'est ce genre d'endroit vraiment à l'international, gros international, quoi. Alors, gros international. Dubaï. Non, c'est vraiment des rencontres, en fait, en présentiel 4 fois par an, donc une fois par trimestre, dans un lieu plutôt d'exception, où après on va se réunir entre nous, avoir des conférences, des brainstorming, des hot seats où tu exposes ta problématique et puis t'as le cerveau collectif de tout le monde qui brainstorm un petit peu avec toi pour trouver une solution, etc. Donc voilà, puis généralement on poursuit toujours quelques jours après, ils avaient appelé ça l'aftermind, voilà, où on loue une villa pendant quelques jours après, où là c'est juste la fête pendant... Et ce moment-là, il est important aussi dans le... Pas pour le business, mais pour la vie. Ouais, pour la vie, c'est bien. Ouais, okay. Franchement, c'était des très très bons moments. Je regrette absolument pas. C'était incroyable. Puis vraiment, tu rencontres des gens incroyables aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un entrepreneur ou un business que t'as croisé qui t'a fait un peu halluciner dans soit la structure du business, soit justement la façon de penser, tu vois, la façon de réfléchir? Alors, je vais pas citer de nom, ça va faire des jaloux et tout après, mais je pense que globalement, ce qui m'a vraiment impressionné dans ce mastermind Scalix, c'est le fait de me rendre compte à quel point mon esprit était étriqué sur certaines ambitions que j'avais ou certaines visions que j'avais de faire les choses. En fait, quand t'es avec des gens qui sont en mode mais je m'en fous et je fonce et on réglera les problèmes au fur et à mesure, etc. et qui ont aucune limite à leur ambition. Ouais. Alors voilà, du coup, ils font peut-être plus de conneries que toi, ou t'es pas d'accord avec toutes les actions qui y sont mises en place, mais il y a une espèce d'énergie, en fait, que je respectais beaucoup, qui m'a beaucoup inspiré, même pour moi, d'être un petit peu plus en mode, ok, maintenant, on va arrêter de vouloir faire plaisir à tout le monde, on va arrêter de vouloir être gentil dans un petit coin, etc. Puis on va y aller, quoi. Ouais. Et ça m'a beaucoup apporté là-dessus. T'avais un peu cette impression-là, de te dire, je reste encore un peu sage, un peu dans mon coin. Pas sage, mais en mode un peu trop gentil avec tout le monde et essayer de pas faire trop de vagues et pas de vouloir vexer des gens et pas vouloir marcher sur les pieds de certains, etc. Ou faire trop attention aux autres. Ouais. Trop de politiquement correct. Du coup, c'est un peu ce que t'as pu switcher t'as pu avancer en tout cas sur ce sujet-là après avoir côtoyé des gens qui, eux, avancent sans se demander quoi que ce soit. Rien à faire. C'était quoi comme style de business? Beaucoup d'infoprenariat aussi, formation en ligne, marketing, etc. Ouais, d'accord. Ouais. Crypto aussi un petit peu. Crypto, ok. Rien à voir, mais là, t'es parti de Paris. Oui. Il y a quelques temps, il y a un an. Il y a un an à peu près, au moment où on enregistre ce podcast. Donc, et tu t'es dit, je vais aller sur la côte d'Azur, à Nice,
Il y a eu un déclic à un moment, tu t'es dit je m'en vais, je Évidemment. prends mes clics et mes claques et je m'en vais sur un coup de tête encore, le fil rouge. Évidemment qu'il y a eu un coup de tête. Ouais. Ok, petite anecdote, l'histoire. On était juste avant le lancement de la BSB Academy 2022, du coup. C'était 3-4 jours avant le lancement. Et bon, j'aimais déjà beaucoup Nice. J'y allais peut-être 2-3 fois dans l'année parce que j'ai des amis là-bas, j'avais fait des soirées, etc. Et je sais pas pourquoi, j'étais stressée par le lancement, je me sentais pas très bien, je procrastinais sur les dernières tâches à mettre en place, dont la création de ma masterclass que je crée toujours à la dernière minute. Et du coup, je fais ce que chaque être humain normal fait quand il s'ennuie ou quand il a envie de changer des idées. Tu vas sur les sites de logement et tu regardes, et tu rêves, et puis tu te projettes dans ta future villa de luxe à 20 millions, tu vois. Et tu regardes c'est quoi la résidence à vendre la plus chère en France actuellement. Et en fait, de recherche en recherche, un jour, je trouve l'appartement, je rigole pas Romain, l'appartement parfait de mes rêves. Genre littéralement, si j'avais pu rêver un truc et le décider, c'était ça. Ok. À Nice. Et je suis en mode waouh, et puis je commence à regarder, est-ce que c'est une arnaque, etc. Le truc était nickel. Petite vue mer, pas meublé, mais tout hyper lumineux et tout. J'étais en mode waouh. Donc j'appelle l'agence, c'était un lundi. Elle me dit j'ai déjà 15 visites prévues pour jeudi. Jeudi soir il sera parti. Donc si vous voulez, si vous pouvez venir, demain je vous fais visiter. Je fais mais moi je suis à Paris, j'ai un lancement dans 4 jours, je ne peux pas me déplacer du tout. Et elle dit ah bah dommage, mais vraiment moi dans 4 jours il sera parti. Et je dis est-ce que vous faites les visites en FaceTime? Elle me dit bah oui, demain je peux vous faire visiter en FaceTime. J'ai fait ok. Et donc le lendemain, je branche mon FaceTime et Marlène, l'agente immobilière, me fait visiter l'appartement en FaceTime comme ça. Le coup de cœur se confirme et je dis je le prends. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai décidé de prendre l'appart, j'ai décidé de déménager. Elle me dit bah il est disponible dans 20 jours. J'ai dit ok, j'arrive dans 20 jours. Donc j'ai fait mon lancement, j'ai appelé les déménageurs, j'ai dit j'ai besoin de déménager dans 10 jours. Et ils m'ont dit d'accord. Et 10 jours après, j'étais à Nice. Vous prenez mes affaires, vous les amenez à Nice. C'était exactement ça. Je veux rien savoir. C'était exactement ça. Et je me suis dit, je me donne 6 mois pour voir si ça me plaît, si cette nouvelle vie me plaît, etc. Et puis au bout de 6 mois, s'il y a besoin de remonter sur Paris, je remonterai sur Paris, c'est pas très très grave. Et ben voilà, je te laisse deviner ce qu'il en est. T'y es encore. Ouais. Et j'y suis encore. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Alors, j'imagine un peu ce que ça a pu changer, mais j'aimerais savoir un peu en quoi ton quotidien il a changé entre Paris et Nice. Et je pense qu'il y a eu 2 gros changements majoritaires. Majoritaires ? Majeur. Oui, majoritaire aussi certainement. Majoritaire probablement. Merci de la précision. Le premier, c'est plus sur l'équilibre vie pro, vie perso, parce qu'on va pas se mentir, quand t'habites dans le centre de Paris et que tu bosses de chez toi, tu sors pas trop, t'es à fond dans le business, etc. Quand t'habites en face de la mer, c'est pas la même histoire, t'as envie de beaucoup plus sortir, prendre du temps pour toi, profiter de la météo qui est quand même plus agréable, etc. Donc, un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Ou aussi, c'est un petit peu le cercle vertueux qui s'est créé parce que j'étais déjà dans cette démarche de on va ralentir un petit peu le boulot, tu t'es déjà fait 2-3 petites frayeurs en termes d'épuisement, etc. Donc le déménagement m'a aidé en fait à acter cette nouvelle intention que j'avais posée. Mais le deuxième gros changement, là, c'était plus sur mon mindset et ma posture de chef d'entreprise, c'est que, encore une petite anecdote, mais quand j'ai emménagé dans l'appartement et que j'ai commandé ma box internet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la fibre dans mon immeuble. Chose que je ne savais pas. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je bosserai en ADSL, je suis plus retoucheuse photo, j'ai plus besoin d'envoyer des gigas et des gigas de photos. Ouais. Que nenni. Essaye de travailler en ADSL. En visio, c'est galère. Plus personne n'est prêt. Plus personne peut faire ça aujourd'hui. Ouais. Et du coup, en fait, j'étais obligée de prendre des bureaux dans un coworking. Donc j'en avais visité plusieurs, etc. Et en fait, j'ai redécouvert un nouveau style de productivité et j'ai redécouvert aussi une nouvelle posture, j'ai envie de dire, et légitimité en tant que chef d'entreprise, de dire, bah maintenant, The Bee Boost a grossi à tel point que j'ai des bureaux. Ouais. Ouais. Et ça a donné aussi ça a été un nouveau déclic comme pour le séminaire de la boîte prend de l'ampleur. Il y a plus de concret aussi. Ouais. Et donc, maintenant, tous les jours, je suis très contente de faire mes petits allers-retours entre le bureau et puis chez moi. Au bureau. Ouais. Je vais au bureau. Ouais. Il y a des gens qui pourraient voir ça comme une contrainte. Et moi, je suis vraiment en mode trop contente d'avoir mon petit local et d'y aller. Je me sens très productive quand j'y suis. Puis quand je ferme la porte, je dis pas que je laisse les problèmes au bureau, mais ça m'arrive de travailler encore chez moi quand je le souhaite. Mais ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose qui, finalement, dont on parle peu, mais quand on est indépendant, le problème, c'est que ton chez-toi, c'est aussi ton bureau. Et que finalement, avec le temps, tu te rends compte que c'est bien quand même de pouvoir t'habiller, sortir le matin, aller travailler quelque part et rentrer le soir et profiter de ton appartement ou de ton chez-toi comme d'un lieu de plaisir, de loisir, où tu vois tes potes, etc., tu vois tes proches. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu une des limites du soloprenariat. Le fait de pas avoir de lieu de travail, en fait, de pas aller au travail.
moi, au début, quand je me suis lancé, j'étais trop content de pouvoir être chez moi. Je me suis dit, mais je suis chez moi, je suis tranquille, je vais profiter de mon chez moi, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir être tranquille et ça. Puis au bout d'un moment, t'as un peu envie de partir bosser, quoi. C'est ça. Enfin, c'est totalement ça. Et pendant longtemps, j'ai lutté contre ça en me disant, non, mais c'est encore les relents du salariat, le travail, machin. En fait, je pense qu'on est fait aussi pour compartimenter un peu notre vie, quoi, vie pro, vie perso, et ouais, donc j'imagine que ça a dû bien changer d'un coup quand t'avais ton bureau, t'as dû te dire ok, je vais au travail. Ça fait partie de ces décisions des fois que tu prends dans ta vie et tu te rends compte après coup à quel point t'en avais besoin mais t'en avais pas conscience. Ouais. Puis c'est des cycles, c'est-à-dire qu'au début quand tu travailles, même les gens qui sont salariés, qui ont découvert le télétravail, quand tu commences à travailler depuis chez toi, c'est une nouvelle forme de liberté, d'autonomie, etc. Et tu adores, mais au bout de quelques années, tu finalement te rends compte que c'est encore mieux de pouvoir travailler à l'extérieur, en coworking ou dans des bureaux. Et alors cette distinction pro-perso. Et tu vois, un des fléaux aussi dont on parle peu, c'est qu'en fait, on est très connecté dans nos métiers, mais on peut confondre parfois indépendance et un certain sentiment de solitude parfois, parce que on n'a pas forcément d'équipe, ou on travaille avec peu de gens, tout se fait à distance, etc. Et d'un coup, quand tu sors et que tu vois des vrais gens, c'est pour ça que vrais êtres humains. Des vrais êtres humains. Moi, j'ai voulu faire ce podcast en chair et en os, quoi, parce que je me suis dit, mais ça change tout. C'est une vraie discussion et c'est différent d'être derrière un écran. Et je sais que il y a un peu cette petite mélodie qui est de te dire non, mais c'est bien, t'es indépendant, tu peux t'es connecté, tu parles avec des gens sur Instagram, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être vraiment entouré de gens, de ressentir la chaleur humaine, quoi, tu vois. Et j'imagine que toi, Nice aussi, ça t'a permis peut-être de rencontrer plus de personnes, ou d'être un peu plus dans cette dynamique un peu de sociabilité, peut-être. Oui, parce que ça s'inscrivait, comme je te disais, là, dans cette nouvelle envie de pro-perso. Mais je pense que de toute façon, après le Covid, tout le monde était très content d'être chez lui pendant quelques mois. Puis après, on en avait tous vraiment marre. On était tous vraiment contents de retrouver le présentiel, comme tu dis, la chaleur humaine, etc. Donc, la solitude de l'entrepreneuriat et de l'indépendance, c'est quelque chose dont on parle pas assez, qu'on ressent souvent, effectivement. Et pas confondre solitude et indépendance, quoi. C'est clair. En fait, être indépendant, c'est bien, mais c'est bien aussi de se connecter, d'aller voir des gens. Et effectivement, les espaces de coworking, ça peut être pas mal. Même si, moi, je m'étais inscrit à WeWork et j'avais trouvé que c'était bien, mais les gens quand même travaillent, quoi. Les gens travaillent vraiment sur leur truc. T'es pas trop là. Tu vas dans un espace de coworking, tu dis, zut, les gens travaillent. Ben ouais, t'es pas là juste pour déconner, quoi. Tu vois, t'es là pour travailler, donc en fait, tout le monde est un peu sérieux dans son truc. Donc, il y a des limites aussi, mais il y a des petits espaces de coworking, peut-être plus petits, plus locaux, qui sont assez cool, parce que du coup, peut-être plus à taille humaine, quoi. Mais intéressant que tu mettes le doigt sur ça, sur le fait d'aller au travail, première chose. Et deuxièmement, développer une vie sociale, quoi, un peu plus, et pas simplement juste être en train d'échanger sur Insta pendant des heures, quoi. C'est assez différent. J'ai quelques questions pour terminer, qui sont un peu larges, mais je me suis dit, allons-y. Ouvrons les sujets de discussion. Toi qui est un peu dans le milieu de l'infopreneuriat depuis un petit moment déjà, et qui a vraiment marqué, on va dire, ces 3 dernières années, quoi, dans ce milieu-là. Tu me flattes. Un peu, mais c'est vrai. Moi, je le crois sincèrement. C'est-à-dire que, voilà, t'as fait ta place, quoi. T'as fait ta place. Il y a l'IA qui arrive. Ah ouais, j'adore. Et du coup, j'aimerais un peu savoir quel est un peu ton avis sur cette révolution qui arrive. On commence tous à comprendre que c'est pas juste une petite mode tranquille. Pas comme les NFT. Pas comme les NFT, une sorte de... Voilà. On commence à comprendre que ça va réellement bouleverser nos vies. On commence à l'utiliser un petit peu. Quel est un peu ton avis sur le sujet infopreneuriat et IA? Ouais. Je pense que l'IA, ça va être le même type de révolution dans nos quotidiens, mais très rapidement, dans les prochains mois, prochaines années, tout au plus. Le même type de révolution de quand on est passé des voitures, des calèches, aux voitures, quoi. T'as plein de gens qui vont dire, ça va mettre plein de métiers à la porte. T'as les gens qui vont pas accepter, ou même la révolution quand Internet est arrivé. T'as beaucoup de gens qui vont être réfractaires, mais ça va être un gros changement sociétal où on peut pas vraiment lutter. Ça va se produire quoi qu'il arrive. Donc, on peut faire le choix ou de vouloir rentrer en résistance ou d'ignorer.
ou alors de se dire comment est-ce que je peux en tirer une opportunité, parce que je sais que dans tous les cas ça va se produire. Et moi je suis beaucoup dans cette philosophie de quand t'as des mouvements sociétaux d'évolution, etc., comme ça, comment est-ce que je peux l'utiliser en accord avec ma vision, mes valeurs, et pas essayer de rentrer en confrontation avec ça, ou d'ignorer, de faire l'autruche jusqu'à ce que ça disparaisse, parce que ça ne va pas disparaître. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas là, mi-2023, oui c'est bon, on est en 2023 déjà, j'allais dire 2022. Déjà 2023. Je te jure que le temps passe vite. L'IA, moi, je m'en sers énormément pour tout ce qui est création de contenu, challenger mes propres idées. Par exemple, ça m'arrive très souvent quand je crée un épisode de podcast de rédiger tout le plan, mettre mes idées, etc. Après, je le copie-colle dans ChatGPT et je dis quels sont les points que j'aurais oubliés, importants, qui permettraient à l'épisode d'avoir encore plus d'impact, des choses comme ça. Et à chaque fois, il va challenger mes idées, me sortir des choses, ou même des fois, il va me dire non, votre plan est déjà complet, etc. Enfin, donc ça, j'utilise beaucoup parce que ça t'aide. Tu vois, on parlait de changer de paradigme. Ouais. C'est un espèce de coach aussi qui t'aide à voir d'autres choses. Donc, pour la création de contenu, hyper intéressant. La création d'offres aussi. Challenger les idées que t'as eues. Te former de manière express sur un sujet. Par exemple, en ce moment, je me forme beaucoup sur toutes les problématiques de croissance externe, donc rachat d'entreprise, etc. Tu peux aller dans ChatGPT et dire quelles sont les 10 grandes choses à savoir sur un projet de rachat d'entreprise. Ouais. Et plutôt que de te farcir 10 lectures et de prendre des petites notes, etc., chose que tu peux faire dans un second temps, t'as déjà un premier plan d'action. Tu peux même demander à ChatGPT, je veux m'intéresser à la croissance externe, par quoi je commence ? Comment je me forme ? Quelles sont les ressources à consulter, etc. Enfin, pour moi, c'est un vrai assistant, en fait. Et les gens ont trop cette vision, je trouve, de ça va, ça remplacera jamais mon métier, ou alors ça va bouffer les métiers. Enfin, on voit comme une espèce de poison qui arrive, alors qu'au contraire, ça va nous aider de fou, quoi. Enfin. Ouais, en fait, c'est un outil qu'il faut apprendre à maîtriser. Un peu comme quand on a envoyé notre premier mail il y a 20 ans et qu'on savait pas trop et on trouvait ça un peu bizarre. Et je me rappelle, on était en cours de technologie, on a envoyé sur laposte.net. Je sais pas si tu te souviens de ça. Et donc, Yahoo, La Poste et tout ça. Et tu t'envoies ton premier mail, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi j'envoie ce mail? Les gens n'envoient pas de mail. Enfin, genre, Et en fait, je pense que là, c'est un peu pareil. C'est pas encore tellement démocratisé. Donc du coup les gens se disent ouais c'est bon, ils font l'autruche quoi, comme tu dis. Et effectivement le voir comme un assistant un peu comme un assistant virtuel personnalisé quoi, c'est déjà un premier pas intéressant. Moi ce que je fais c'est que je prends parfois des articles en anglais assez longs et je lui dis crée-moi un post LinkedIn dessus, ou crée-moi résume-moi en 200 mots, ou résume-moi avec 10 bullet points, ce genre de choses là. Et en fait, tu te dis, mais en l'espace de 20 secondes, j'ai même pas besoin de lire et de comprendre. Il me résume en français l'article anglais avec des bullet points. Et je me dis, mais rien que ça me fait gagner littéralement 15 minutes quoi, d'effort pour lire en anglais, le résumer moi-même, etc. Et je me dis, mais gain de temps. Gain de temps, quoi. Et ça, c'est encore un 0,1% de ce qu'on peut faire avec l'IA. Il y a effectivement des craintes sur qu'est-ce que ça va devenir, jusqu'où ça va aller, et je pense que c'est des craintes qui sont à prendre au sérieux parce que ça a l'air puissant cette histoire. Mais il y aura des dérives, et c'est exponentiel. Dans toute innovation de cette ampleur-là, il y a forcément des dérives et qui vont arriver très vite. Après, c'est ça. On va cadrer ça. Mais tu vois, comme je me avec Internet. Et je te rejoins carrément sur le fait que quand on est entrepreneur, il faut s'adapter quoi. Il faut s'adapter. On n'a pas le choix. Faut pas se dire ok il y a ça mais non c'est le démon, je le mets sous le tapis. Je pense que c'est bien de le prendre de plein fouet et de se dire bon ok, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je peux pas en faire quelque chose de ce truc là, est-ce que c'est vraiment le démon? Non, peut-être pas, en fait il y a des choses intéressantes. Et ensuite on laissera à Sam Altman et à des gens comme ça de voir un peu l'avenir, on va dire méta quoi de l'outil, mais pour nous à petite échelle c'est bien de l'utiliser quoi. Je rebondis sur la croissance externe. Tu parles de croissance externe parce que c'est un sujet qui t'intéresse en ce moment, donc j'imagine que là en générant des chiffres d'affaires, en étant rentable, en développant un business comme ça, t'as peut-être de la trésorerie, ou t'as peut-être envie d'investir ou d'utiliser cet argent. Comment jusqu'à présent tu l'utilises, cet argent-là, ou tu l'investis, et du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire dans les futurs mois ou années, potentiellement avec de la croissance externe? Après, ça reste ma vision, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision d'écosystème de plusieurs boîtes qui créent un parcours pour l'entrepreneur à partir du moment où il dit je veux me lancer dans l'entrepreneuriat jusqu'au moment où il réalise son premier million.
Et donc pour moi, The Bee Boost avec la BSB, c'est un petit peu on va dire le maillon du milieu. Mais après, il y a l'avant et il y a l'après. Et j'avais vraiment cette envie de me dire, ok, je peux créer une boîte de zéro pour le maillon d'avant, le maillon d'après. Ou alors, aujourd'hui sur le marché, il y a des boîtes qui existent, qui ont déjà les process, qui ont déjà les équipes, qui ont déjà la base clientèle, etc. Pourquoi ne pas juste racheter une entreprise déjà existante pour l'intégrer dans ton écosystème? Et en fait, quand tu réfléchis de cette manière-là, tu dis, oui, ça me fait gagner un temps de ouf. Alors certes, c'est d'autres démarches, c'est un risque financier, c'est une autre posture de chef d'entreprise à prendre, mais je trouve ça hyper challengeant et hyper intéressant de se plonger dans ces problématiques où tu te dis, je suis plus un indépendant ou un solopreneur avec quelques freelances qui créent du contenu et des formations en ligne, mais je commence à avoir une vraie posture de chef d'entreprise où j'envisage du rachat ou alors de la revente ou alors de l'acquisition, de la fusion. Enfin, c'est hyper passionnant, quoi. C'est hyper passionnant. Ça ouvre en fait des portes qui sont illimitées, quoi. Après, du coup, c'est juste ta vision, ta limite. Ouais, c'est ça. Enfin, ta trésorerie aussi, un peu accessoirement. Ouais, bien sûr. Il y a toujours des solutions. Mais racheter carrément une entreprise qui a déjà un écosystème, qui a déjà créé, qui a déjà des clients, qui a un écosystème d'offres, etc. pour aller encore plus vite, quoi. C'est ce qu'on appelle la croissance externe. La croissance externe, bien sûr. Et intéressant. Et jusqu'à présent, tu as des stratégies d'investissement, par exemple. Je sais que c'est des sujets je suis la pire, ça. Ouais, franchement, la gestion des finances, mais d'un point de vue pro et perso, alors je suis quelqu'un de très raisonnable. Je fonctionne beaucoup au risque financier. Je suis un peu mes finances, mais je ne sais pas investir. Je suis une très mauvaise investisseuse. Ça m'intéresse pas. Les rares placements qu'on m'a proposés. Alors, je raconte l'anecdote, mais à un moment, je parlais avec une conseillère en patrimoine sur les problématiques d'entreprise qui me disait, par exemple, avec ta trésor, mettons, tu peux créer des comptes à terme, donc tu bloques l'argent pendant 3 à 6 mois, puis tu as X 0% dessus, etc. Elle me dit, par exemple, là, si vous mettez 30 000 euros de votre trésor pendant 3 mois, etc., ça vous apporte, je crois que c'était 0,01%. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais 300 balles, je vais pas immobiliser 30 000 euros pour créer 300 balles en 3 mois, 300 balles que je fais une story Instagram pour présenter une offre et je sais que je vais les faire, quoi. Et en fait, alors je sais que c'est pas la bonne manière de réfléchir, mais je trouve qu'en tant que créateur, en tant que chef d'entreprise, on est habitué à faire de l'argent en créant de la valeur dans notre boîte, en créant des offres, en ayant des nouveaux clients. Et des fois, l'investissement financier, on se dit, mais ça me paraît beaucoup d'efforts, comme l'immobilier, pour au final, est-ce que c'est vraiment plus rentable que ce que je suis en train de faire et ce sur quoi je mets mon énergie. C'est marrant parce que d'un coup, on parle beaucoup d'investissement, ça, parce que les Français, par exemple, ils aiment bien investir dans l'immobilier. Il y a un côté très donc on parle beaucoup de ça, c'est la pierre, voilà, t'investis dans la pierre. C'est concret, ouais. C'est très concret, très français de faire ça. L'américain, il va un peu dans le boursicotage sur ces sujets-là. Et c'est marrant parce qu'en fait, d'un coup, quand tu commences à réfléchir à ces sujets, t'es un peu plus dans la gestion de ton argent et un peu moins dans créer de l'argent. Créer. Ouais. Et en fait, d'un coup, ça change l'énergie. Parce que l'entrepreneur il est là pour créer, pour lancer des produits, pour créer de l'argent quelque part. Et puis être dans la gestion, c'est avoir un côté un peu plus tranquille, réfléchi, gestion du risque, etc. Et je trouve que parfois c'est un peu dissonant avec l'état d'esprit de l'entrepreneur, quoi. Donc je te rejoins carrément sur ce que tu dis. Il faut les deux, en vrai. Et je pense qu'il faut, bien sûr. Et c'est un switch à prendre. Et puis il y a aussi tout un marché de la formation autour de l'investissement, parce que ça fait rêver les gens veulent avoir du revenu passif, et donc du coup tu as l'impression qu'il faut absolument et puis parfois c'est pas adapté à tout le monde, et du coup c'est hyper intéressant que toi tu te dises peut-être qu'en fait l'avenir pour moi c'est de racheter des entreprises, quoi. Parce que ça, pour le coup, autour de nous, peu de gens font ça, hein. Attends, après on va voir si ça se fait, hein, mais bien sûr, mais c'est une envie en tout cas. C'est intéressant. J'ai 2 dernières questions. Qu'est-ce qui est, selon toi, complètement ignoré par les médias, mais qui va être étudié par les historiens? Ouh. J'ai envie de dire, mais forcément je suis un petit peu biaisée, l'importance et l'impact des entrepreneurs comme nous, c'est-à-dire des solopreneurs, des indépendants, des auto-entrepreneurs, des digital nomades, etc. L'impact que ça aura sur la société. Du coup, on rejoint un petit peu le discours de Stéphane qui disait la mort du salariat. Alors, la mort du salariat, je sais pas, mais en tout cas, la transformation du salariat, parce qu'il y a ces nouveaux modèles économiques, mais qui existent depuis plusieurs années. Mais tu vois qu'aujourd'hui, même l'URSSAF ne sait même pas que ça existe. Enfin, je sais qu'à titre personnel, j'ai eu des vraies problématiques administratives parce qu'en tant que employeur, j'autorise mes salariés à être digital nomades, mais il n'y a aucun statut auprès de l'URSSAF qui te permet de couvrir en termes de couverture santé, etc., tes salariés quand ils sont à l'étranger, mais de leur propre gré, et pas parce que toi tu les y as envoyés en mission, quoi. Le système c'est pas encore adapté, en fait. Non, alors que pourtant c'est pas nouveau, tu vois. Ouais, bien sûr. Les banques aussi sont pas adaptées. Exactement, aussi. Donc ouais, je pense que effectivement,
le post-Covid et tout, le télétravail, en tout cas la révolution du salariat telle qu'on le connaît, on n'en parle pas assez dans les médias aujourd'hui et ce sera étudié par les historiens. Je prends note années, et je suis carrément d'accord avec toi. Ce statut-là, ce type d'entrepreneuriat, mais même encore maintenant, nous on est dedans. Donc en fait, on a l'impression que c'est la norme. Mais en réalité, les gens, quand tu dis je suis freelance, par exemple, beaucoup pensent à la précarité. Quand tu dis je suis solopreneur ou j'ai une petite entreprise où je travaille qu'avec des freelances, où j'ai pas de bureau. Rien que le fait de dire, beaucoup de gens demandent si on a des bureaux. Et donc effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est intéressant d'avoir des bureaux, mais la grande majorité des indépendants n'ont pas forcément de bureau. Mais c'est vrai qu'il y a un temps de retard là-dessus. Je pense que ça va se faire petit à petit. Déjà, il y a 6 ans, je travaillais chez Crème de la Crème, qui était une entreprise type Malte, mise en relation entre des freelances. Et déjà, ça commençait à changer. Et je vois déjà l'évolution. C'est-à-dire qu'à l'époque, on allait parler à des grands groupes type L'Oréal, on leur disait, vous pouvez bosser aussi avec ce genre de statut-là. Ils nous regardaient des grands yeux, les services achats nous mettaient des stops, quoi, parce qu'en fait, c'était impossible. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça commence à changer. On commence à avoir de plus en plus de consultants externes, etc. Donc ça commence un peu à changer, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que dans 10 ans, 20 ans, dans 100 ans, je pense que cette révolution autour du travail, du mode de travail, ça va être structurant. Ça va être structurant. Ça va être passionnant. Ça va être incroyable. J'apprécie tous les gens qui parlent de ça, les Samuel Durand, tout ça, qui parlent de... J'allais citer ça, effectivement. Mais bien sûr. Ça et l'éducation, c'est deux sujets qui, à mon avis... Alors en plus, avec l'IA, l'éducation, ça va être une folie. Mais on aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast, peut-être. Dernière question, est-ce que si tu rencontrais Aline, la Aline d'il y a 10 ans, là tu la croises. Ouais. Et t'as 10 minutes avec elle. Et tu peux parler, tu peux lui discuter, tu peux échanger, tu peux lui dire quelque chose. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à la Aline d'il y a 10 ans? La Aline d'il y a 10 ans, elle était à New York, elle vivait sa meilleure vie. Je pense que je lui dirais de continuer à foncer et à croire en ce en quoi elle croyait à l'époque, en me disant ça va se produire. Dans 10 ans, ça se sera produit. Juste fais-toi confiance et te mets pas des bâtons dans les roues, ne doute pas parce que ça arrive, c'est droit devant toi, quoi. Trop bien. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te trouver? Quel est le meilleur moyen pour voir un peu ce que tu fais, pour aller voir tes offres, pour consommer ton contenu? ChatGPT. En fait, je parle avec une IA depuis tout à l'heure. C'est le nouveau concept du podcast. Mais je l'ai pas, j'en suis pas rendu compte. Non, quel est un peu Instagram. Ton hub, ok. Instagram, et de là, on peut retrouver le podcast, etc. Mais c'est encore là où je suis très active dans les DM. Je réponds encore aujourd'hui quasiment à tout le monde. Il y a un petit peu tout le contenu qui est mis en avant. Donc, on va dire que c'est la place centrale et après, on peut être dispatché vers les différentes antennes. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup pour cette heure et demie quasiment de discussion. Et puis, à très vite. Merci Romain, c'était un plaisir.